Crocs. Comment gagner des milliards de dollars avec la marque Crocs? Beaucoup en portent. Même si cette marque de chaussures assez particulière a longtemps été au centre des critiques sur les styles vestimentaires. En effet, la première fois que le cofondateur de Crocs a vu un prototype de ses chaussures en 2002, seulement 3 mots lui sont sortis de la bouche. À savoir, elles sont moches. Mais pourtant, ces chaussures qualifiées de laides par de nombreux internautes sont aujourd'hui à l'origine d'un véritable empire financier, car elles ont donné naissance à une société cotée en bourse, valant plusieurs milliards de dollars, et ont été portées par de nombreuses célébrités, et même sur les podiums de la Fashion Week de Paris. Toutefois, l'une des interrogations qui ne cesse d'inonder la toile depuis beaucoup d'années est celle de savoir comment les fondateurs, sans aucune expérience dans le domaine de la chaussure, ont-ils pu créer une entreprise de chaussures aussi florissante. Alors, restez scotchés à vos écrans, car nous allons tous ensemble percer le mystère qui se trouve dans ces chaussures de la marque Crocs. Et n'oubliez pas de vous abonner à Histoireflix et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, découvrons ensemble la surprenante et inédite vérité sur Crocs. En 2002, Lyndon Johnson est au plus bas. Il dormait sur le canapé d'un ami après s'être séparé de sa femme. À la même époque, il a également perdu son emploi dans le marketing de matériel informatique et sa mère est décédée d'un cancer. Ses problèmes semblaient sans fin. George Boudicca et Scott Simons étaient des amis de longue date de Lyndon et ont vu qu'il avait désespérément besoin de se remonter le moral. Ils ont donc organisé un voyage en voilier autour des Caraïbes pour essayer d'éclaircir les idées de Lyndon. Scott était un inventeur au succès discret, qui avait gagné sa vie en développant et en brevetant des produits, et au moment de ce voyage, il était déjà semi-retraité, à 48 ans. Cependant, alors qu'ils naviguaient ensemble, Scott demanda à Lyndon et George d'essayer une paire de sabots en caoutchouc qu'il avait développé après avoir découvert quelque chose de similaire lors d'un voyage d'affaires au Canada. Une première version de la chaussure a été créée par une entreprise de fabrication appelée Foam Creations Inc. au Québec. Et les chaussures n'étaient ni en caoutchouc, ni en plastique. En fait, il s'agissait d'une résine spéciale qui résistait aux odeurs et à l'eau, qui ne glissait pas sur un pont de bateau et qui se moulait bien aux pieds. Le seul problème que Scott voyait dans le design était l'absence de sangle arrière. Il en avait donc ajouté une lui-même et avait bon espoir qu'après avoir trouvé des investisseurs, il pourrait distribuer cette nouvelle version des sabots aux États-Unis. C'est avec enthousiasme qu'il présente à ses deux amis sa nouvelle création. Cependant, malgré la confiance de Scott dans la vente de ses chaussures, ses amis George et Lyndon sont sceptiques. Les chaussures sont si laides. Cependant, après un certain temps passé à porter les chaussures, qui s'avèrent être remarquablement légères et confortables, ils s'y rallient complètement, à tel point qu'ils décident de se lancer ensemble dans les affaires. Ils nomment l'entreprise Crocs. Comme les crocodiles aiment ces chaussures, elles peuvent être utilisées aussi bien sur terre que dans l'eau. George était aussi un homme accompli dans son propre droit. Il a eu une enfance difficile, mais il a commencé sa propre entreprise de tonte de pelouse à 10 ans. Il est devenu un étudiant athlète vedette avec une bourse d'études universitaire, puis il a possédé plus de 100 franchises Domino Pizza et a été cadre de la chaîne de sandwich Quiznos. Donc, entre ces trois amis, il y avait une quantité raisonnable d'expérience en affaires. Le seul problème était qu'aucun d'entre eux ne connaissait vraiment le marché de la chaussure. La première tâche de cette nouvelle entreprise était de créer un modèle pour distribuer cette étrange chaussure canadienne en Amérique. Lyndon a dirigé le développement de ce plan pendant que Scott travaillait sur le produit. Et George a avancé une somme considérable d'argent d'investissement pour faire démarrer les choses. Ils s'installent dans un bureau à Boulder, dans le Colorado, et commandent leur première livraison du produit à leurs fournisseurs. Ils ont commencé à réfléchir à la manière dont ils allaient réellement les vendre. Ils se sont dit qu'au moins, ils savaient que ces chaussures étaient très pratiques pour un pont de bateau. Ils se sont donc rendus à un salon nautique en Floride en 2002, car ils avaient le sentiment que la nouveauté et le caractère unique du produit intriguaient suffisamment les acheteurs pour qu'ils les essaient, ce qui leur permettrait de constater à quel point elles étaient confortables et pratiques. Leur tactique consistait à jeter littéralement les chaussures aux personnes qui passaient devant leur stand, et lorsque quelqu'un les qualifiait d'affreuses, il leur disait de simplement les essayer. Cela a incroyablement bien fonctionné. Ils auraient vendu environ 200 paires de Crocs au salon nautique. Ce que les cofondateurs de Crocs n'ont pas nécessairement anticipé, c'est le nombre de travailleurs d'autres industries qui ont estimé que les Crocs étaient parfaites, non seulement pour le bateau, mais aussi pour les hôpitaux, les cuisines, les restaurants, partout où les travailleurs étaient debout pendant des heures. À ce moment-là,
Les fondateurs de Crocs n'avaient aucune idée de l'ampleur que prendrait cette entreprise. Mais ils commençaient à sentir qu'ils avaient touché un air culturel et trouvé une niche de consommateurs qui n'avait pas encore été exploitée. Les Crocs continuent de se développer à un rythme régulier, même si certaines critiques les considèrent comme une mode malheureuse. Nombreux étaient ceux qui pensaient qu'une chaussure comme les Crocs n'était qu'une mode passagère vouée à l'échec. Pourtant, ce n'était pas le cas. Crocs a vendu 76 000 paires de chaussures en 2003. Entre 2005 et 2006, leurs revenus ont grimpé de 226%. L'une des mesures les plus judicieuses prises par les fondateurs a été d'acquérir Foam Creations Inc., afin d'obtenir les droits exclusifs sur le matériau en mousse, appelé Croslite, dont sont faites les Crocs. Un autre coup de génie a été de développer un style unique de distribution et de réapprovisionnement, ce qui n'était pas courant à l'époque dans le secteur de la chaussure. Au lieu que les détaillants achètent des Crocs en gros et remettent les paires qu'ils ne vendent pas, ils peuvent n'en acheter que 24 et les réapprovisionner une fois qu'ils sont épuisés. Cela réduisait le risque pour les détaillants et garantissait que de nombreux magasins de toute taille finiraient par stocker leurs chaussures. Même si beaucoup de gens n'aimaient pas les Crocs, le fait qu'elles se distinguaient beaucoup signifiait qu'on parlait beaucoup d'elles. Et finalement, cette publicité s'est avérée être très précieuse. Avec une demande pour leurs chaussures qui augmentait rapidement, en 2006, Crocs a fait son entrée en bourse et a levé 239 millions de dollars, ce qui en fait l'entrée en bourse la plus élevée jamais réalisée pour des chaussures. Sa valeur marchande s'élève alors à un peu plus de 1 milliard de dollars. Alors que toute cette croissance rapide a rapporté des millions aux fondateurs de Crocs et à leurs premiers investisseurs, il s'est également avéré difficile de répondre aux exigences d'une expansion apparemment sans fin. Linden a commenté comment le rythme effréné de l'expansion a eu un impact sur tous les fondateurs qui travaillaient jour et nuit pour continuer à développer l'entreprise. Cependant, il semble que cela ait été plus difficile pour certains fondateurs que pour d'autres. Malheureusement, plus tard en 2006, les choses se sont assombries. Quelques mois seulement après l'entrée en bourse de l'entreprise, le cofondateur George Boudicca, celui qui avait initialement invité Linden à la promenade en bateau qui a tout déclenché, a passé un appel inhabituel à son beau-frère. Selon la déclaration de son beau-frère à la police, George lui a dit, et je cite, « Je vais t'enterrer si profondément que personne ne te trouvera jamais. Je vais trancher la gorge de ta mère. » Environ 20 minutes plus tard, George s'est apparemment présenté au bureau de son beau-frère, menaçant de se battre avec lui. Maintenant, pourquoi George s'en est pris à son beau-frère n'est pas tout à fait clair. Mais de nombreux rapports font état d'un comportement très erratique du cofondateur de Crocs à cette époque, tant au bureau qu'en dehors. Après une série d'incidents controversés, il a été exclu du conseil d'administration de Crocs, ce qui n'a fait qu'accroître sa colère. Vous voyez, George est un personnage complexe dans l'histoire des origines de Crocs. L'entreprise n'existerait probablement pas sans lui. Sa passion et sa gestion de l'entreprise dans les premières années. Cependant, comme l'a dit plus tard un ancien employé, il ne faut pas mentionner le nom de George Boudicca au bureau. C'est un gros mot chez Crocs. Aujourd'hui, Crocs semble prendre autant de distance que possible avec son cofondateur, d'autant plus qu'en 2012, il a été confronté à la police pour avoir prétendument conduit sous l'influence de l'alcool. Il aurait insisté sur le fait que sa petite amie conduisait la voiture et que sa petite amie était la pop star Taylor Swift, malgré le fait qu'il ne sortait clairement pas avec Taylor Swift et que personne d'autre n'était dans la voiture avec lui. Il était juste complètement ivre, ce qui n'a certainement pas donné une bonne image des Crocs lorsque tous les gros titres ont été publiés à ce sujet. Lorsque George a quitté son poste de PDG de Crocs, la personne qui a pris sa place était en fait un ami de Linden, qu'il avait laissé dormir sur son canapé lorsqu'il était au plus bas. C'était Ron Snyder. Et c'est à Ron que l'on doit d'avoir mené Crocs vers une nouvelle ère de succès en tant que PDG. Au cours de ses premières années, Crocs est passé de 2 modèles de chaussures à environ 250. Les revenus et la valeur des actions ont continué de grimper et Crocs a étendu sa présence internationale. La société a également commencé à acquérir des entreprises voisines, comme Gibbet, qui fabriquait des breloques que l'on pouvait attacher aux Crocs, afin que les gens puissent personnaliser leurs chaussures. Crocs a également établi des accords de licence avec des sociétés comme Disney et la NBA. À ce stade, la société semblait inarrêtable, jusqu'en 2007, où les choses ont commencé à changer. Comme pour beaucoup d'autres entreprises, la crise financière de 2008 a entraîné des difficultés majeures pour Crocs. Les consommateurs n'ont pas fait d'achat et les ventes ont chuté, entraînant les actions avec elles. Crocs a annoncé une prévision de baisse des revenus, et au cours des années suivantes, elle a procédé à de nombreux licenciements et a continué à lutter sur le marché boursier. Puis, au milieu de ces difficultés financières, en 2008,
Une société appelée Select LLC a porté des accusations selon lesquelles Crocs aurait violé un modèle de 1999 pour un matériau extrêmement similaire au Crocs Crosslight. En plus de cela, les fabricants de sosies de Crocs ont déclaré que Crocs n'était en fait qu'un sosie d'une chaussure italienne qui existait bien avant Crocs et dont Scott aurait eu connaissance. Toutes ces spéculations sur le fait que le design de Crocs avait été copié ailleurs n'ont fait que faire chuter le cours de l'action. Et pourtant, Crocs est toujours là, prospère en ce moment. Comment ont-ils fait pour sortir la chaussure, tristement célèbre, de l'ornière? Une croissance rapide peut sembler formidable en apparence, mais pour les crocodiles, ce n'était que la partie émergée d'un iceberg insoutenable. La surexpansion et un inventaire excessif les ont laissés largement piétiner, comme une entreprise rapide décrite de 2008 à 2018. Mais soudain, l'action Crocs a commencé à rebondir. C'était une combinaison de marketing intelligent et de capitalisation sur le fait que plusieurs célébrités, comme l'acteur Shia LaBeouf, avaient été photographiées portant leurs chaussures. Ce qui est intéressant, c'est qu'à plusieurs reprises, Crocs a essayé des modèles différents, qui n'étaient pas si laids que cela, pour bien paraître à une clientèle plus large. Mais en fin de compte, ils ont réalisé que leur force résidait peut-être dans leur polarisation. Personne n'est neutre sur les Crocs. Soit on les aime, soit on les déteste. Crocs a donc commencé à diffuser un message d'acceptation, d'individualité et de créativité. Le CEO de Crocs a déclaré que les fans de Crocs se considéraient comme audacieux et uniques en leur genre. Ils ont essayé de positionner Crocs comme un produit unique, tout en ayant une attitude cool et insouciante, sans se soucier de ce que les autres pensent. Ils ont ensuite combiné ce message avec un certain nombre de partenariats stratégiques avec des célébrités, comme Justin Bieber et Post Malone. Il y a même eu une collaboration avec Kentucky Fried Chicken, avec des breloques de chaussures parfumées au poulet frit qui sentaient vraiment le poulet. Crocs est devenu un caméléon culturel, capable de s'adapter à une grande variété de partenariats, des plus élégants et conceptuels aux plus bizarres. Des détaillants et des marques de haute couture comme Barney's et Balenciaga ont également suivi la tendance, créant des lignes de Crocs à plateforme personnalisées qui ont embelli les pistes de Paris et se sont vendues instantanément dans les magasins. La stratégie de Crocs consistant à rechercher agressivement des collaborations était très délibérée, puisqu'ils se sont concentrés sur des collaborations dont ils savaient qu'elles généreraient beaucoup de gros titres en étant surprenantes. Le fait d'entendre que Crocs s'est associé aux céréales Cheerios ou qu'il est porté par des mannequins de mode haut de gamme fournit une publicité gratuite sans fin. Une autre grande victoire pour Crocs a été surprenante. La pandémie. La pandémie a fait souffrir la plupart des entreprises de vêtements. Crocs a prospéré. En fait, l'année 2020 a été leur meilleure année. Poussés par un désir de confort plutôt que de style, les ventes ont atteint de nouveaux sommets et la valeur des actions a augmenté de 300%. Le fait que Crocs ait déjà commencé à donner la priorité aux ventes en ligne et qu'elle ait fermé un grand nombre de ses magasins de détail coûteux pour pouvoir se concentrer davantage sur le commerce électronique a également contribué à cette réussite. En 2021, Crocs a enregistré un revenu record de 2,3 milliards de dollars. Bien sûr, en tant qu'entreprise de chaussures, l'un des plus grands obstacles pour Crocs sera toujours la pertinence. Comme pour toute forme de mode, on peut se demander s'il s'agit d'une simple tendance passagère ou d'un véritable élément de base de la culture mondiale. Mais les Crocs existent depuis environ 20 ans et sont reconnaissables dans le monde entier. De plus, ils semblent faire plus d'argent que jamais, ce qui est assez impressionnant pour un produit que même les fondateurs de la société trouvaient laid. Maintenant, à ce stade, vous pourriez dire bien sûr, ils ont bien réussi, mais les fondateurs de Crocs avaient déjà une certaine expérience des affaires et de l'argent à investir. Alors, pourquoi ne pas me parler d'une entreprise qui est partie de rien pour atteindre les sommets de la réussite? Et à cela, nous vous suggérons de ne pas manquer notre prochaine vidéo pour en savoir plus. Dès lors, si vous aimez cette vidéo, faites-nous le savoir dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour continuer à recevoir encore plus de vidéos sur des histoires similaires. De plus, n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires les idées de vidéos et sujets que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci et à très bientôt!